Jean-Paul Alduy, bonjour. Bonjour. Alors, bon, il faut rendre à César ce qui est à César. L'archipel contre-attaque, c'est grâce à vous que ça existe, ou à cause de vous, ça dépend de quel côté on se place. On vous a étrillé pendant des années. Je suis pas rancunier. Voilà. Et là, on est vraiment heureux de vous voir, en fait, parce que c'est la première fois que je crois que je fais votre interview. Oui, tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui est un jour... Et on l'a fait dans le sourire. Voilà, fait dans le sourire, on n'est pas tendu, etc. Alors, Jean-Paul Alduy, on est symboliquement devant le théâtre de l'Archipel. Derrière, il y a la passerelle. J'y tiens énormément. Voilà. C'est la passerelle vers les quartiers populaires, la culture qui va vers les quartiers populaires. Et ce théâtre était au cœur de la cité pour faire du lien entre les différents quartiers de la cité. Alors, il y a l'idée, il y a la réalisation de l'idée et la continuité de l'idée. Est-ce qu'à terme, vous pensez que le théâtre de l'Archipel a rempli ce que vous aviez annoncé? Oui, je crois que oui. Et j'en veux propos, je vais vous faire une petite anecdote. Avant-hier, j'étais avec un des restaurants qui est là, qui vient d'ouvrir sur l'avenue Leclerc, et ils m'annonçaient qu'ils allaient créer une association pour appeler ce quartier non pas l'avenue Leclerc, mais le quartier de l'Archipel. Et quand je vois donc que des acteurs économiques s'approprient le théâtre pour en faire leur adresse, pour en faire leur notoriété, pour en faire la base d'une politique de marketing, je dis que le théâtre a gagné. Ensuite, quand je vois qu'il y a quand même 90 000 entrées l'an dernier, 25 000 jeunes ont franchi la porte du théâtre, que tout à l'heure le festival Tilt va faire vibrer toute la cité, malgré un temps un peu incertain, je dis, ce théâtre, maintenant, il a trouvé sa place, il est enraciné. J'ai même une autre anecdote. Une des personnes qui n'a malheureusement, qui n'a pas été retenue pour être le futur directeur, je la reçois, elle voulait me connaître, Ouais. et à un moment donné, elle me dit, il m'est arrivé une chose tout à fait étonnante à Perpignan. Quand je vais dans les villes, toujours, je demande, mais où est le théâtre de la ville? Ouais. Et en général, il y a toujours 10, 20, 30% qui ne savent pas où est le théâtre. Et là, à Perpignan, je n'ai trouvé personne qui ne puisse pas me dire où était le théâtre. Ça veut dire que le théâtre de l'Archipel, il est posé, il est vu, il est connu, il est reconnu. Et donc ça, c'est à terme, Ouais. il sera le moteur de la notoriété de la ville. Est-ce que c'est pas à cause de la dette du théâtre, Jean-Paul Alduy? Parce que des fois, on connaît les choses pour de mauvaises raisons. Est-ce que c'est à cause de la dette et du prix du théâtre qu'on s'en souvient? Alors, je pense que d'abord, le prix du théâtre, 32 millions d'euros, excusez-moi, essayez de trouver un théâtre de cette taille-là qui coûtait cette somme-là, vous ne trouverez pas. Je rajoute que faire un théâtre avec Jean Nouvel et ne dépasser le prix à la fin que de 1%, c'est à mettre au Guinness. En général, il multiplie par 2, voire à 3. Regardez la Philharmonique de Paris. Donc, on a maîtrisé les coûts. On a offert à la ville de Perpignan et à tous ses citoyens, à tout ce département, un outil de très grande qualité qui est reconnu par tous les hommes de culture qui viennent de France et de Navarre. Chaque fois, ils sont là, ils rentrent dans la salle et ils nous félicitent d'avoir un tel équipement. Ensuite, grâce à Domenech Richak et j'espère demain grâce à Borja Sidjan, on a aussi atteint une vraie notoriété de scène nationale, capable d'avoir une programmation de très haut niveau, à la fois populaire et créatrice et innovante. Par exemple, avant-hier, c'était Ramirez avec sa mise en scène. C'est un natif de Perpignan. Il a appris à le hip-hop à la Casa Musicale et maintenant c'est un magnifique chorégraphe qui nous a produit un spectacle extraordinaire il y a 2 jours. Et ça, c'est le théâtre de l'Archipel. Et après-demain, il va rayonner dans le monde entier. Il sera à New York, il sera à Paris, etc. Et il parlera de Perpignan. Et il sera l'ambassadeur de Perpignan. Vous êtes toujours président du conseil d'administration? Oui, j'ai encore cette chance-là, j'en profite. Oui. Parce Alors, que c'est quoi le but du jeu quand on est président du conseil d'administration? On a du pouvoir, à quoi on préside? Disons qu'on est là pour aider, pour être aux côtés du directeur, qui est lui le vrai décideur. C'est le directeur, c'est lui le patron de l'entreprise. En plus, c'est lui qui a la programmation artistique. Mais on est à ses côtés pour discuter avec lui, lui faire comprendre un peu
l'histoire de ce théâtre, les objectifs de ce théâtre, son intégration dans la ville, et notamment donc une programmation qui doit rencontrer les publics, lui faire connaître la ville, parce qu'il vient de Barcelone. Donc on est là en conseiller, je ne veux pas dire en conseiller politique, ni même en conseiller culturel. Pas en commissaire politique non plus. Non, encore moins, mais en conseiller humain, en conseiller sociétal, on va le dire comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut aussi être l'ambassadeur du théâtre pour obtenir des subventions, pour accueillir les partenaires et leur demander un peu de mécénat pour qu'ils comprennent que ce théâtre, c'est leur théâtre et qu'il faut l'aider. Donc je pense que le président du théâtre a ce rôle un peu honorifique, un peu comme les présidents de la République sous la 4e République. On va dire comme ça, voilà. Alors, vous pensez, parce que je me souviens à l'époque où vous avez présenté le projet, vous avez parlé de l'effet Bilbao comme le Guggenheim, et est-ce que vous pensez que ça remplit? Alors, ça n'a pas encore, parce que ça met du temps. Vous avez dit les Américains viendront... Mais déjà, on a, pas toujours des Américains, mais enfin, on a des gens de Barcelone, des gens de Toulouse. Non, mais il y a déjà une notoriété qui a fonctionné. Alors, est-ce que l'effet Bilbao va se produire? Alors d'abord, pour que l'effet Bilbao se produise... Là, je parle à l'urbaniste. Non, mais attendez. Je vais être un peu critique quand même. Allez-y. S'il n'est pas adossé à une politique de marketing territorial, évidemment qu'il ne peut pas produire son effet. Donc il faut que les responsables de la ville, les responsables de la communauté d'agglomération, vous voyez, je ne vise personne, c'est le même, comprennent qu'il faut une politique de marketing territorial. Il faut vendre son territoire. Et pour vendre son territoire, il faut prendre appui sur les éléments nobles, sur les éléments intéressants, sur les éléments de notoriété du territoire. Et le théâtre en est un. Alors c'est vrai que l'effet Guggenheim ne peut fonctionner que si le maire, que si le président d'agglo a une politique de marketing territorial qui le met en valeur. Quand le maire de Bilbao crée le Guggenheim, il a été le porte-parole du Guggenheim, mais dans le monde entier. Je me souviens d'une conférence qu'il avait fait à Paris au Sénat, où il était venu avec des photos de Guggenheim et en même temps il présentait le nouveau Bilbao en termes de développement économique, d'enseignement, de recherche, etc. C'est-à-dire que c'était tout un ensemble qui mettait le Guggenheim dans une politique d'urbanisme, dans une politique de développement économique, mais aussi évidemment de développement culturel. Donc le vrai sujet c'est ça, c'est développer mettre en œuvre une politique de marketing territorial. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui à Perpignan et à son agglomération. Est-ce que Jean Nouvel a assez fait la promotion du théâtre? Il l'a fait. En son temps, mais dans ses réalisations, est-ce qu'il s'en vante? Il s'en vante, tout à fait. Alors, moi j'ai toujours dit d'ailleurs que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on viendra voir le théâtre de l'Archipel, comme on va voir la chapelle de Cormu au cœur du Massif central. Parce que c'est pas le plus grand bâtiment qu'il ait construit. C'est pas le musée des arts primitifs à Paris, etc. Mais il rassemble, dans une volumétrie quand même conséquente, il rassemble toute sa théorie de l'architecture située. Il est là, il est peut-être encore plus expressif de la démarche architecturale de Jean Nouvel que tout un ensemble de bâtiments que lui-même a déjà réalisé. Donc je pense en effet que Jean Nouvel demain sera un des grands architectes reconnus dans l'histoire de l'architecture mondiale, et on reconnaîtra notre théâtre comme un des éléments marquants, témoignant de l'art et de l'architecture de Jean Nouvel. Donc je dis, ne pas utiliser ce théâtre au cœur d'une politique de marketing, c'est une erreur monumentale. On se prive d'un atout maître. Alors, vous aviez lancé aussi la gare, et malheureusement, la gare, ça tombe à l'eau. Non, ça tombe pas. Mais ça aurait pu être une cohérence dans votre politique de marketing. C'est-à-dire que votre idée était là, mais qu'elle n'a pas été continuée, et c'est pour ça que la gare en est là où elle en est, surtout. Alors, vous avez raison de me dire qu'il y avait une vision. Et la vision que j'avais, c'était il faut faire sortir Perpignan de l'anonymat et bien démontrer que Perpignan, au cœur du triangle Toulouse, Montpellier, Barcelone, c'est-à-dire de 12 millions d'habitants, a un rôle à jouer, un rôle central. Et pour cela, il faut jouer sur la culture, il faut jouer sur l'architecture, et évidemment, il faut jouer sur les communications, et donc les TGV. Donc une belle gare. L'ennui, c'est que
peut-être parce que je suis fonctionnaire d'État, Oui, mais ça... j'ai cru en la parole de l'État. Ah ben voilà, Et ben bravo. monumental. Donc l'État bloque la commercialisation des bureaux en Ouais. disant on vous prend les 10 000 mètres carrés parce qu'on va y déménager tous les services de l'État. Et j'ai cru en la parole de l'État. On est à l'heure très loin. On est en quelle époque? Parce que ça Eh bien, dépend. Si on a c'était 2008, dès- à un dès le moment début, donné, l'État est 2009. ruiné. 2009, c'était 2009. Voilà. En tout cas, dès 2010, on avait dès 2010 redéfini les cloisons et tout, parce qu'il y a des problèmes de sécurité des services de l'État. On avait redéfini à l'intérieur l'organisation du bâtiment. On avait bloqué complètement la commercialisation. Nous, à l'Aglo, on s'était déjà engagé, la ville aussi, à racheter une partie du patrimoine de l'État pour que la facture pour l'État soit réduite. Vraiment, le projet était allé très très loin. Oh, Et d'accord. puis, au dernier moment, Mais le l'État prétexte, dit, c'est- je c'est viens pas. c'est la crise. Non, C'est- l'État. Attends. Non, mais moi, je dis ce qu'on dit dans ces Non, cas-là. c'est- Moi, on me c'est- demande c'est un truc, plus je dis c'est la grave que crise. ça, c'est plus grave que ça. C'est que on a bloqué la commercialisation alors que on était dans une période faste Ouais, au ouais. démarrage. Et on l'a bloqué pendant 4-5 ans, ce qui fait que lorsque l'État a dit qu'il ne venait plus, la crise était là, il n'y avait plus Oui. de marché de bureau. Oui, et il y avait plus d'entraînement. Cela dit, moi je suis urbaniste, vous le savez, je sais qu'il y a une rente de situation sur cette gare et que tôt ou tard cette rente de situation s'exprimera. Alors cela dit, là aussi, Oui, il faut bonne avoir les politique. chines financières aussi. Bah, ils l'ont, hein, parce que de toute façon, ils sont propriétaires, les Espagnols sont propriétaires, Oui, voilà. ils savent qu'il y a une plus-value potentielle. Et d'ailleurs, là, c'est la preuve, c'est qu'ils ne le vendent pas. Sinon, ils l'auraient déjà vendu, ils seraient déjà partis. Ouais, est-ce que ça peut encore se vendre aussi? On peut toujours vendre, ça dépend à quel prix. Oui. Bon, donc, si vous voulez, on voit bien que les propriétaires sont aujourd'hui accrochés à ce bâtiment parce qu'ils savent que tôt ou tard, il y aura une plus-value qui s'exprimera. Par contre, c'est vrai que ça suppose, là encore, une politique de marketing. Je vais donner un exemple. Au moment où j'arrête ma vie publique, j'avais bâti un projet de regroupement de tous les services de planification, de développement économique, etc., dans ce fameux truc en béton là, qui n'a pas été terminé. Ah. D'abord, pourquoi? Parce que donner comme première image de la ville une sorte de ruine, c'est pas terrible en termes d'image. Bon. Et qu'en plus, on pouvait faire là un service économique qui justement se serait proposé de bâtir une politique de développement économique, de marketing territorial, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première décision a été de supprimer, au motif que c'était trop coûteux. Bon, c'était un investissement, je regrette, on en avait la rentabilité, il fallait certainement emprunter 1 million ou 2 millions d'euros pour le faire. Franchement, il y a d'autres économies à faire que de laisser comme ça devant des millions et des millions de touristes qui arrivent, comme première image, une ruine quand on arrive à la gare de Perpignan. Donc voilà une erreur. On fait des économies qui sont de fausses économies. Là, on avait la possibilité de regrouper les services, de se donner une politique de marketing, de changer l'image et justement de dynamiser cette gare qui tôt ou tard se dynamise. Alors, il y a peut-être la possibilité d'y mettre l'université. Bah, y en a qui l'ont dit, pourquoi pas. Je suis sûr qu'un jour, il y en a un qui aura une idée et qui fera que ce bâtiment qui est beau, qui est dans une rente de situation, trouvera son modèle économique. Aujourd'hui, c'est vrai que la crise est là et c'est très dur, mais tôt ou tard. Vous savez, la Pardieu, il y a eu 2 faillites. Et maintenant, aujourd'hui, la Pardieu, c'est un des endroits les plus dynamiques de Lyon. Alors, il y a aussi ce problème que finalement, les trains, enfin un peu de TGV s'arrêtent C'est pas vrai, ça. et Non. qu'ils vont faire la gare ailleurs. Enfin, moi, Non, attendez. D'abord, j'ai l'indépendance, si je puis dire. oui, enfin, attendez. Soyons sérieux. D'abord, avant que tout ceci soit réalisé, au rythme où le projet avance, vous et moi, on risque de ne pas le voir. Hein, Mais je prends du ginseng, je peux durer. Je dis net et clair, vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas lancé la déclaration d'utilité publique. On vient d'avoir une décision ministérielle il y a quelques jours qui déjà a relancé toute une polémique sur le tracé Le Soleil Rives-Alpes. À mon avis, déjà, premièrement, il n'y a pas le feu, ne nous angoissons pas, il y a 10, il y a 20 ans devant nous. Bah, Il y a le temps de faire des enfants, quoi. oui, largement. Bon,
Deux, je suis de ceux qui pensent que de toute façon, un certain nombre de TGV ne s'arrêteront pas en pleine Roussillon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marché et que de plus en plus, les TGV sont soumis à une économie de marché. Demain, il y aura d'autres locomotives que celles de la SNCF. D'accord. Or, il y a un marché qui est Barcelone-Paris. Et pas Barcelone-Paris en 6h30. Ouais. Barcelone-Paris en 4h, 5h. Donc, pour faire 4 ou 5 heures, il ne faut surtout pas s'arrêter à Perpignan. Donc, il y aura des TGV qui feront Barcelone, Gérone, sans doute Narbonne, parce que la jonction avec Toulouse, voilà. Montpellier et puis Paris. Déjà aujourd'hui, je vous signale que quand vous allez à Paris, à partir de Montpellier, vous arrêtez plus. Oui. Vous allez jusqu'à Paris. Non, Valence. On s'arrête à Valence. Oui, effectivement. Donc, il y aura de toute façon des trains qui ne feront que passer. Sauf que lorsqu'il y aura 50 TGV, il y aura 5 trains qui passeront et il y en aura 35 qui s'arrêteront à Perpignan. D'accord. Et ils ne vont pas s'arrêter à Rivesaltes. Parce que la libéralisation du marché fera que de toute manière... Mais oui, parce que le marché, il est là. Voilà. Et ils s'arrêteront pas à Rivesaltes, là aussi. Alors pourquoi... Parce que le marché, il est où ? Le marché, il est où les réseaux s'interconnectent. Or, à la gare de Perpignan, vous avez les TER, vous avez la voie ferrée du Conflent, celle de la Côte, celle de Rivesaltes, de la Glie. Vous avez les réseaux de bus, vous avez les réseaux de taxis, vous avez tout. Donc, quand vous avez une interconnexion, vous avez une rente de situation. Et c'est là que la SNCF ou d'autres demain viendront déposer leurs voyageurs. Donc, c'est pas dans une halte en pleine campagne. Donc, je suis persuadé que demain, quand il y aura une cinquantaine de TGV, il y aura des TGV directs qui ne s'arrêteront pas en pleine Roussillon, mais l'essentiel des TGV continueront de s'arrêter là où il y a une zone de chalandise, là où il y a de la demande, c'est-à-dire la gare de Perpignan. Alors, il y a une question avant de parler de transfrontalier, parce que je me souviens d'un discours que vous nous aviez fait en catimini quand on était allé voir Maragall, qui venait de devenir président de la Généralitat. Alors Bourquin y était allé pour montrer, vous voyez, c'est la gauche qui gagne, on va. Et puis vous avez dit, oui, mais Maragall, je le connaissais avant toi, c'était mon pote. La preuve, je vous y amène. Et donc en bas du palais de la Généralitat, vous aviez pour la première fois dit Perpignan, ville, banlieue de Barcelone. Non, j'ai jamais dit. J'ai l'enregistrement, je peux vous le montrer. J'ai jamais dit, je pense pas. Non, je me souviens qu'on m'avait fait justement la critique, vous voulez quoi ? Que Perpignan soit la banlieue de Barcelone. Je lui ai dit, écoutez, franchement, si on pouvait être la ville banlieue de Barcelone, je ne serais pas con. Mais c'était pas ça mon projet. Mon projet, c'était au contraire, je le répète, de faire comprendre à nos amis du Sud que nous sommes la porte vers l'Europe de la Catalogne. Oui, la porte d'Espagne, comme on dit. Voilà, nous sommes là. Et donc, ils avaient tout intérêt à investir chez nous, parce que c'était le premier pied-à-terre dans le marché européen, en tout cas déjà dans le marché français. Donc c'est cela que je vendais comme idée. C'est pas d'être la banlieue, c'était d'être la porte, la ville pont. Et puis c'est vrai que moi j'avais toujours cette idée du Bar-Montou, Barcelone, Montpellier, Toulouse, le Bar-Montou. Et nous étions la capitale, le centre du Bar-Montou. Voilà, c'était mon discours de l'époque. J'avais même un autre discours qui continue d'être actuel. Il me revient. Je disais à l'époque, avec Montpellier, on est en concurrence. Oui, c'est vrai. Clair. D'autant qu'ils sont métropole d'équilibre. On était en concurrent, parce que je voyais bien que chaque fois qu'il y avait une entreprise qui venait chez nous, elle disait, mais Toulouse, c'est vrai, c'est bien Perpignan, mais je vais à Montpellier. Oui, il y a les universités. J'ai les mêmes atouts, le ciel, la mer, la tramontane et tout, mais en plus, voilà. Donc, avec Montpellier, on est en concurrence, et en concurrence difficile. Avec Toulouse, on est en indifférence. Je me souviendrai toujours du maire de Toulouse, Dominique Baudis, venant à Perpignan, il me disait, tu te rends compte, Jean-Paul, ça fait 8 ans que je ne suis pas venu à Perpignan. Ça m'avait fait mal. Oui. Donc avec Toulouse, on est en indifférence. Et je rajoutais toujours, avec Montpellier en concurrence, avec Toulouse en indifférence, mais avec Barcelone en espérance. Voilà qui était mon discours de l'époque. Et c'est vrai que Barcelone reste pour nous une espérance. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore une politique transfrontalière à la ville de Perpignan et à l'agglo de Perpignan? Non, mais on va reprendre le sujet. Parce que il y avait des volontés, il y avait des débuts de quelque chose. Et là, il semblerait qu'il n'y ait plus rien. Moi, je vais vous dire ce que je pense. À part le fait que des élus aillent en week-end là-bas. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Dans le mandat de Jean-Marc Pujol, il y a des choses
intéressantes. Je ne suis pas un critique systématique. Ouais. Des choses intéressantes, je donne un exemple. Le budget de la culture a été maintenu en termes de fonctionnement, en termes d'investissement. On va créer le nouveau musée Rigaud. Voilà. Et en plus, on laisse en toute liberté les directeurs artistiques. Je dis que là, voilà quelque chose de très positif. De même, ramener l'université en centre-ville, c'est très positif. En termes, quand je regarde l'office HLM, l'office HLM construit de façon très dynamique, continue les rénovations des quartiers en difficulté, c'est très positif. Je peux rajouter, dans le domaine de sécurité, dans le domaine de la propreté, il y a un travail sérieux qui a été fait. Le seul point faible, c'est le développement économique. Et le développement économique à la ville, avec un centre qui est arrivé au même stade où je l'ai trouvé quand je suis arrivé en 93. On est reparti sur la période de 93, et puis pareil à l'Aglo, où on n'a plus de politique de filière, etc. Et pourquoi ? Parce que si vous avez un maire à temps complet, il est sur ses pattes de derrière dans le centre-ville du matin au soir, et donc évidemment qu'il comprend ce qui se passe, et donc évidemment qu'il comprend qu'il y a urgence à fabriquer un plan de relance en investissement, en marketing, en communication, en parking gratuit, etc., en Wi-Fi, en unification de l'offre commerciale du centre-ville avec un Wi-Fi gratuit, etc., comme ce qui se passe à Gérone. Un maire à temps complet doit avoir le centre historique comme priorité de son action. Oui, Gérone, à un moment donné, c'était sale, il y avait toutes les usines qui avaient tout encrassé. Ils ont pris les fonds européens et ils ont joué la partie à fond. Et ils ont joué de nouvelles technologies. Vous avez un Wi-Fi gratuit au centre-ville, et sur votre smartphone, vous avez l'offre commerciale de Gérone en direct, localisée, etc. Et ça coûte pas cher en plus, c'est ça qui est marrant. Voilà. Et si vous rajoutez à ça quelque chose qui coûte cher, qui est par exemple 1 heure de parking gratuit, un peu de politique de communication, et même beaucoup de politique de communication, vous pouvez relancer. Oui. Je vous signale quand même qu'on avait tout de même si c'était pas brillant, on avait quand même relancé le centre-ville, on avait vu arriver des Iguales, H&M, enfin un certain nombre de grandes... Il y avait le quai Vauban. Il y a le quai Vauban, la place de la République a été créée. Oui, voilà, puisque vous avez évacué. Le parvis du Cassier où on pouvait faire les fêtes, etc. Bon, donc là, il faut un maire à temps complet pour comprendre ce qui se passe au centre-ville et à partir de là, bâtir, négocier, discuter, mettre en œuvre un plan d'urgence, un plan de reconquête, un plan de sauvetage. Et c'est vrai que ça demande d'être très volontaire, très volontaire. Les 100 000 euros là, d'indemnité des élus supplémentaires, vous les mettez en communication, c'est beaucoup plus utile pour le centre-ville. Bon. Et par ailleurs, il faut un président d'agglo à temps complet. Parce que si vous voulez mettre en place une politique de marketing territorial, il faut en être le VRP. C'est-à-dire qu'il faut être du matin au soir à Barcelone, à Bruxelles, à Paris, à Toulouse, à Montpellier. Et là, il va à Marrakech, c'est pas suffisant. C'est une blague. Là, je réponds pas. Donc, en tout cas, le vrai sujet, c'est ça. Pourquoi je suis contre le cumul mandat ? C'est parce que j'ai bien vu ce que c'était qu'une fonction de maire. J'ai bien vu ce que c'était qu'une fonction de président d'agglo. Et j'ai bien vu que, d'abord, ce sont deux fonctions qui ne sont pas dans le même registre culturel. L'une est une fonction de proximité, de contact humain, l'autre est une fonction de VRP, d'aménageur, de développeur. C'est très différent sur le plan culturel. Et en plus, ça demande une énorme disponibilité et d'esprit et de temps. Et donc le cumul est une mauvaise chose. Est-ce que vous lui avez dit à Jean-Marc que le pain complet c'est bien, le temps complet aussi, et qu'il ferait bien de s'inspirer et de ne pas papillonner un peu partout, parce qu'on le dit souvent absent, voire pas présent. Donc est-ce que vous parlez encore déjà ? On va commencer par là. Bon, écoutez, franchement je ne veux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de nostalgie, j'ai pas d'animosité, j'ai pas de rancœur. La seule chose qui m'anime, c'est je cherche à être un citoyen engagé. Parce que vous vivez à Perpignan toujours. Complètement, j'ai toujours vécu. Oui, voilà. Je veux être un citoyen engagé, un citoyen qui a une parole, qui exprime, et surtout un citoyen qui a des valeurs, qui veut défendre les valeurs de la République, et donc qui à partir de là fera tout pour que cette ville ne soit pas une ville Front National en 2020. Ça, c'est un credo que vous défendez depuis très longtemps, depuis que je vous connais. Vous n'avez pas changé d'avis là-dessus.
j'ai vraiment ancré au fond de moi depuis Depuis que je vous connais, vous avez votre ruban rouge, qui n'est pas la Légion d'honneur, qui est toujours la lutte contre le sida, et la lutte contre le Front National. Non, c'est pas la lutte contre le Front National, c'est la défense des valeurs républicaines. Vous ne pensez pas qu'il soit républicain? Je crois à la République, et c'est vrai que le Front National, pour moi, c'est la fin des valeurs républicaines. Encore que, quand je vois aujourd'hui, on porte atteinte à une des bases de la République. Donc la déchéance, voilà. Qui s'appelle le droit des sols. Et qu'on met un curseur, là, les binationaux, etc. C'est le premier coup de le massue. Front National poussera le curseur plus loin. Donc on voit bien que là, il y a la défense de la République, qui pour moi est une idée moderne, de la défense de la laïcité, qui pour moi reste une idée moderne. Ceci, c'est mon combat personnel, et c'est un combat que je mène en tant que citoyen, en tant que militant de mon parti, le Parti radical. Voilà. Donc je reste un militant, je reste un citoyen, mais j'ai renoncé à tout mandat. Alors justement, à ce propos, vous parlez que vous êtes une voix. Les voix se sont tues à Perpignan. On n'a pas d'artiste qui donne son avis. On n'a pas, à part les élus en poste, qui on entend dans la presse. Enfin, à part dans l'Archipel Contre-Attaque, qui est une politique différente. Et c'est terrible. C'est un signe de maladie, peut-être. C'est un vrai sujet. Alors je vais le dire de manière caricaturale, et j'espère que on ne va pas trop m'en vouloir de le dire ainsi. Il y a des villes où les créateurs, ceux qui innovent, qui créent des entreprises, les start-up, etc., ce milieu moderne, créatif, les professeurs d'université, etc., les chercheurs, ce milieu moderne, cette économie de la connaissance, on ne les voit pas non plus, tiens. Domine. Il y a des villes où ils dominent. Il y a des villes où ils dominent la société. Ici, on a l'impression qu'ils subissent. Voyez, et ça, c'est grave de voir une ville où la partie la plus dynamique, la plus créative, la plus inventive n'accède pas aux responsabilités publiques, et même s'en éloigne, et finalement ne prend pas sa place dans la vie de la cité d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un point faible de Perpignan. Moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé ma carrière à Nice. À Nice, l'agriculture partait, les serres, la culture des fleurs, les retraités, Sauf qu'à un moment donné, à Nice, les modernes, les innovants, IBM Lago, Texas Instruments, Sophia Antipolis. Oui, voilà, parce que maintenant, à un moment donné, les modernes ont dominé la vie publique, la vie politique, la société dans son ensemble. Quand je dis dominer, vous voyez ce que je veux dire, on était moteur. Et alors qu'ici, elle existe. Ces start-up, ces créateurs, ces inventeurs, ils existent à Perpignan. Et comme vous l'avez dit, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Il y a même des artistes à Perpignan. Il y a une vie culturelle très, très riche. Mais France Bleu ne diffuse pas. Par exemple, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps que la radio locale ne diffusait que du national pour l'essentiel. Attendez, vous avez entièrement raison. Les artistes existent, les créateurs existent, les chercheurs existent, les start-up existent. Moi, je me souviens de réunions là, sur l'économie numérique. J'avais été impressionné de voir toutes ces entreprises de l'association Les Catalans. Impressionnant. Donc, ils existent, tous ces gens-là. Cette jeunesse moderne, entreprenante, elle existe. Mais on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Et je pense que c'est aussi parce que les leaders vivent entre eux et ne transmettent pas à la génération qui vient leur savoir, leurs compétences, leur vue, pour pouvoir la mettre en avant et à partir de là faire en sorte qu'il y ait une dynamique sociale qui se crée. Alors, je sais que vous êtes issu de la société civile et votre rapport au parti politique, est-ce que les partis politiques qui, dans la Constitution de la 5e, concourent dans un article à la démocratie, est-ce que finalement le filtre n'est pas bouché et l'escalier cassé dans la foulée? Vous avez raison. Plus personne ne croit aux partis politiques aujourd'hui, sauf ceux qui ont envie d'une carrière, mais pour des raisons plutôt de soucis personnels et de vie personnelle, voire alimentaire, plus que de la défense des idées. Donc c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire que le parti politique ne joue plus son rôle
d'organisation de la vie politique, parti de masse, où on forme une culture politique, Oui, voilà. où on défend un corpus politique, un corpus d'idées, un programme. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être trotskiste, quoi, avec une formation intellectuelle et tout. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette période-là, celle de ma jeunesse, il y avait la social-démocratie, il y avait le communisme, il y avait la démocratie chrétienne, les gaullistes, etc. Il y avait des corpus idéologiques. Aujourd'hui, Oui, il y avait des lectures. il y avait des lectures. Voilà. Il y avait une lecture de la société et chacun avait sa lecture et débattait et se confrontait. Aujourd'hui, c'est devenu très flou et les partis politiques, en plus, n'ont pas su franchir le nouveau modèle économique qu'ont produit les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est une circulation d'informations extraordinaire, Facebook, Twitter, etc. Et voilà que ces partis politiques n'ont pas su s'approprier ces nouvelles technologies pour au contraire faire vivre la démocratie interne. Normalement, il devrait y avoir des courants dans tous les partis. Il n'y a pas qu'au PS qu'il devrait y avoir des courants. Bon, on a des partis monolithiques qui ont énormément de mal à faire vivre la démocratie interne. Et ça, je crois qu'ils ont pris un coup de vieux. Et du coup, aujourd'hui... Et encore plus au local. Alors, n'en parlons pas. Et du coup, ils sont plus attractifs. Alors certes, quand on fait des meetings, on voit beaucoup de temps grise, mais pas que pour la politique, hein, pour des conférences à tout sujet. Je vous rassure sans vous rassurer, pour organiser plein de conférences, j'ai des gens, mais ça commence à 60 ans, il y a un peu de quarantenaires et en dessous, il y en a un. Sauf au théâtre de l'Archipel, où on a 25 000 jeunes qui ont franchi la porte du théâtre. Et vous allez voir Tilt aujourd'hui, avec plein de jeunes. J'ai vu aussi au théâtre de l'Étang, j'ai été voir la Belle Hélène, il y avait beaucoup de jeunes. Bon, c'est aussi la politique du conservatoire qui les oblige à y aller. Oui, mais c'est bien. C'est pas gratuit. Le conservatoire, c'est 3200 jeunes. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est un peu révoltant, c'est que tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Mais on n'arrive pas à faire le mélange chimique. C'est du parasime, il n'y a pas de levain, quoi. Il manque le levain. Il manque peut-être le levain, oui, vous avez raison, oui, c'est une bonne image. Il manque le levain pour que d'un seul coup... moi j'aime bien le pain enzyme, mais ceci dit, un pain gonflé, c'est bien. Moi aussi. j'ai plus de démarche scientifique, c'est la chimie, là. Hein, on a tous les ingrédients, mais on ne sait pas faire la réaction. On ne sait pas faire la réaction, voilà. Hein, on est encore au stade de l'œuvre noire. La réaction qui donne de l'énergie, on ne sait pas la faire. Oui, c'est ça manque de catalyseur. Ouais, voilà, il y a un truc. Alors, ça manque de souffle. Une dernière. Voilà, la parole politique n'a plus de souffle. Une dernière question. Alors, Jean-Paul Alduy, vous aviez une politique de jeunesse. Vous avez fait. C'est grâce à vous qu'il y a eu le 35. Après, et le Mediator. Alors, une politique de jeunesse pour la ville où il y en a. Enfin, moi je suis plus jeune, j'ai l'impression, mais je suis plus jeune en vrai. Mais il n'y a pas de politique de la ville. Où sont les jeunes? Après, où sont les femmes? Où sont les jeunes? Je me rappelle de vos discours et vous aviez réussi. Il faut vous accorder de temps en temps des trucs, merde. Vous, avec le 35. Mais oui, le 35. Mais je vous bénis pour ça. Vous étiez au 35. Ah oui, on s'est rencontrés là-bas en vrai. On s'était croisés avant, mais on s'est rencontrés plusieurs. Et là, alors à plus 35, qui a fini en quenouille sordidement. Il reste la Casa Musicale. Oui. Il reste le conservatoire, ouais. Ça regrette, ça fonctionne. Le Mediator fonctionne, oui. Ça regrette quand vous y allez. Moi, je m'aperçois que vraiment, je fais fin de race dans la salle, ouais. C'est clair, même si j'adore ce qui s'y passe. Donc, il y a encore là aussi les ingrédients, mais un 35, il y a l'université, oui, malheureusement. Mais ils vivent à part. Ils sont loin, et c'est pour ça que le projet de faire rentrer l'université, même si c'est... Oui, mais là, on aura un chouïa, on n'en aura pas. Mais quand même, ça va commencer, c'est un mouvement. Il faut 1000 d'un coup, sinon ça vaut pas la peine. Moi, je dis, le mouvement est donné, c'est bien, c'est bien. Alors là, je dis que c'est un bon projet. La construction est donnée, mais le mouvement... c'est bien. Mais c'est vrai, si dans les quartiers, il y a un gros travail sur la jeunesse dans les quartiers. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un problème, c'est que la ville est compétente pour le primaire. Il se passe énormément de choses dans le primaire. Le périscolaire est très très riche. J'ai un fils qui a 10 ans, donc qui est encore dans le primaire. Mathis, pour ceux qui... c'est ça. Je suis impressionné par l'offre culturelle dans le primaire. Et après, il y a le collège. Ouais. Et là, le collège, il y a la culture.
il y a une rupture, donc ces jeunes adolescents, le périscolaire est très pauvre, et donc là on a un vrai problème de travail sur la jeunesse, mais comme la ville n'a pas la compétence, puisque c'est le département qui a la compétence, et qu'ils ont quand même un petit peu de mal à se coordonner, ça c'est pas nouveau. C'est pas d'aujourd'hui, voilà, c'est clair. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est un frein à la mise en place d'une véritable politique de la jeunesse. Alors, moi je m'en étais sorti à l'époque parce que il n'y avait pas encore trop d'institutions, donc j'ai profité d'un vide. Et tout de suite, on a monté les choses. Mais très vite, le combat entre le conseil général et la ville a fait que le 35 n'a pas survécu longtemps. La MLJ est arrivée et a concurrencé ce qui se faisait au 35. À un moment donné, on s'est retrouvé avec un 35. Parce qu'au 35, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas simplement une radio, il y avait l'accès au logement, l'accès à l'emploi, c'était complet, Bon, c'était assez complet, oui. Et d'ailleurs, au centre-ville, donc au centre-ville, sur le quai Vauban, etc. Bon. Et donc cette non-coordination entre le département et la ville, et avec l'aglo, à mon avis, les jeunes en ont payé le prix. Les jeunes en ont payé le prix dans la politique de transport en commun, qui est toujours avec deux réseaux. C'est en train de se régler apparemment. Comment ? Oui, ça commence à. C'est bien, c'est bien. Putain, j'aurais dû dire ça fait partie des éléments positifs, c'est très bien. Bon. Donc, dans les transports en commun, on ne s'est pas coordonné. Dans la politique culturelle, on ne s'est pas coordonné. Dans la politique éducative, on ne s'est pas coordonné. Et donc, la jeunesse en a payé le prix. Et c'est certainement un de mes plus grands regrets. Parce que ces caillassages qu'il y a là, ça vient aussi un peu de là. Tout à fait. Parce qu'ils sont en déshérence. Moi, j'ai eu de la chance finalement. Moi, quand je suis arrivé, il y avait une radio. On pouvait faire. Grâce au 35, j'ai fait mon voyage à Barcelone. Ça a eu des conséquences. Et puis il y avait la casade. Voilà, moi, j'y ai pas trop touché, mais c'est important. Voilà, il y avait tout des. Ce triangle conservatoire, casa musicale, Mediator et le 35 sur le quai Vauban, au cœur du triangle, c'était vraiment pas simplement une géographie, mais on investissait la cité. On investissait la cité de lieux qui étaient des lieux de la jeunesse. Des lieux de circulation. Des lieux de circulation, des jeunes qui se voyaient, qui se croisaient. Moi je disais toujours à l'époque, c'est la fièvre de la jeunesse qui donne à la ville sa température moyenne. Voilà, on s'en souvient. Voilà. Alors, on va conclure, on va conclure. Parce que je vois que la lumière commence il a baissé et tout. Il y a des arbres qui ont poussé entre-temps, enfin bon. L'idée, c'est finalement, c'est quoi votre regard sur la ville maintenant? Et vous aviez fait un livre, Perpignan 2020, par rapport à ce qui est maintenant, qu'est-ce qui est encore possible pour 2020? Bon, d'abord, il y a un plan d'urgence à mettre en place pour le centre-ville. Un plan de sauvetage du centre. Une ville dont le centre se meurt est une ville qui n'a pas d'avenir. Donc, priorité des priorités, un plan de sauvetage du centre-ville, ça demande de l'investissement. C'est quand je vois là qu'on élargit le trottoir des Galeries Lafayette et on démolit le presbytère, c'est pas avec ça qu'on fait une politique du centre-ville. Il faut retravailler surtout le carrefour Larminac, qui est d'une laideur repoussante. On avait d'ailleurs fait avec des architectes un projet. Donc on voit bien qu'il faut continuer d'embellir le centre de la ville, continuer d'investir sur le centre de la ville, et puis il faut un vrai plan de sauvetage, 1 heure de parking gratuite, une Wi-Fi gratuite, l'unification de l'offre commerciale qu'on puisse avoir disponible sur son smartphone quand on se balade. La place Cassagne aussi à remettre en place. Alors, on a regretté Bernard Cabane que vous aviez missionné. Qui avait fait les petites baraques. Voilà, c'était... C'est à la limite. Mais donc je dis, priorité des priorités, un plan de sauvetage volontariste et donc coûteux sur le centre historique. Où on trouve l'argent, Jean-Paul Alduy, parce que... Je pense qu'on le trouve, et même je vais vous dire une chose, on m'a beaucoup reproché d'avoir endetté la ville. Moi je considère que lorsqu'on est comme ça, en difficulté, il ne faut pas avoir peur de s'endetter. Parce qu'à force de ne pas s'endetter, on meurt en bonne santé. On meurt, hein. Donc là, il vaut mieux prendre le risque. Surtout que les taux d'intérêt sont très bas, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques, parce que le centre historique, je regrette, là, à force de le faire... Alors là, on n'aura plus d'argent, parce qu'il n'y aura plus de taxes professionnelles, parce qu'il n'y aura plus de foncier bâti, etc., de taxes d'habitation, etc. Donc, je regrette, priorité des priorités au centre. Deuxièmement, il est clair aussi qu'il faut une politique de marketing territorial, il faut vendre notre territoire. On ne le vend pas assez. Il faut savoir le vendre en termes de tourisme, il faut savoir le vendre en termes de filière. Il y a de quoi en plus. Comment ? Il y a de quoi. Évidemment, il y a de quoi. Vous savez, j'ai découvert... On ne vit pas sur le cratère de la Lune, quoi. Exactement. Donc,
vendre en termes de tourisme, et ça veut dire beaucoup de choses, il y a des tas d'ingrédients, Vendre la politique de tourisme, vendre les filières modernes, les énergies renouvelables, l'économie numérique. C'est toute une politique qui doit se baser sur une politique de filière. Vous savez, j'entendais la radio ce matin, le projet des éoliennes, finalement, repart. C'est très important, mais il faut en profiter. Il faut dire qu'on est la première ville à énergie positive d'Europe. Et ça, on le vend, on le développe. Je me suis fait assassiner parce que je mettais un cadran solaire à la sortie de l'autoroute. Et pourquoi je fais ça? C'est pas le cadran solaire, c'est le prix qui a choqué les gens. Bon, 200 000 €, de toute façon, on aurait fait le giratoire, ça aurait coûté 150 000, donc c'est un surcoût de 50 000. Donc c'est pas, je regrette économiquement. Par contre, qu'est-ce que ça dit? Il y a 30 millions de gens par an qui sortent là, on leur dit en première, regardez, c'est quoi ce truc? Un cadran solaire? Ah mais c'est vrai, il y a du soleil ici. Ah, tourisme. Ah, il y a du soleil ici. Ah, développement des énergies renouvelables. Tiens, c'est ici qu'il faut qu'on fabrique la start-up sur le solaire, la géothermie et tout qui continue. Voilà le marketing. D'autant que l'université est très liée à ça, donc on peut y aller. Totalement. Donc, deuxième chose, le centre historique. Deuxième chose, une vraie politique de développement économique avec une politique de filière et une politique de marketing territorial. Et il faut investir sur une agence de développement économique. Elle a été fermée. Et je dis, c'est une erreur. C'est une erreur, une agence de développement économique avec tous les partenaires, la chambre de commerce, la chambre de métier, etc. L'université a l'air de vouloir suppléer à ça. Eh bien, c'est très bien, sauf que l'université aura toujours du mal à être aménageur. Elle peut faire un incubateur. C'est très bien, c'est très bien. On avait beaucoup à l'époque discuté avec Fabrice Yorent justement de cet incubateur. C'est très bien. Mais l'université n'a pas la capacité à animer les collectivités locales. C'est l'AGLO qui a cette mission, le développement économique. C'est elle qui doit être leader là-dedans, en liaison avec la région qui a la mission de développement économique majeure. Mais le couple région-AGLO, en associant l'ensemble des partenaires, dont l'université, dont les chambres de métiers, dont les chambres de commerce, les chambres consulaires, etc., le MEDEF, etc. Et là, en effet, on bâtit un plan et on se propulse. Et on fait de chacun de ces partenaires un VRP du territoire. Dernière question, est-ce que vous êtes toujours l'homme le plus à gauche du département? Il faudrait d'abord savoir aujourd'hui ce que veut dire la gauche. Oui. Pour pouvoir répondre à cette question. Quand je vois que la gauche se lance dans la déchéance nationale, je ne sais plus où elle est. Ouais. Donc moi, je suis un républicain, donc je suis certainement l'homme le plus républicain de ce département. Jean-Paul Albu, merci.